Mardi 11 février de l'an 2020, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur USAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Au terme des assises des travaux de la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ce lundi 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie, le Bénin a été élu au Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Organisation continentale pour 2 ans 2020-2022. Les détails dans un instant. Dans cette édition, le docteur Gérard Goudjenou, neurologue et épileptologue, nous parle de l'épilepsie à l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie le 12 février. À suivre également dans ce 19h, Quentin Didavi, directeur sportif de ZAE Football Club, qui a dressé le bilan de la campagne dans la participation de ZAE Football Club à la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. À nouveau, bonsoir. Les travaux de la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont achevés ce lundi 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Au thème de ces assises, qui ont duré 2 jours, le Bénin a été élu au Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Organisation continentale pour 2 ans 2020-2022. Aux côtés des pays tels que le Cameroun, le Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Sénégal et le Tchad, le Bénin va se pencher sur les questions de prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le CPS est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine. Il représente le système de sécurité collective et d'alerte rapide avec pour objectif de faciliter une réaction rapide et efficace de l'organisation face aux situations de conflit et de crise sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA représente également le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité, un cadre de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Boni Yayi veut prendre une pause avec la politique. L'ancien chef de l'État béninois et président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a exprimé son souhait de se retirer momentanément de la vie politique. Vendredi 7 février 2020, Boni Yayi l'a fait savoir à des militants de son parti réunis à son domicile. Une source interne au parti apprend que Boni Yayi entend se mettre en retrait pour des raisons personnelles. L'ancien chef de l'État, depuis son retour à Cotonou, après une longue absence, cultive la discrétion. Contrairement aux périodes préélectorales précédentes, le président d'honneur du parti FCBE n'a effectué aucune descente dans les localités du pays. Ses seules actions se limitent à des rencontres à son domicile, notamment avec des acteurs de sa formation politique qu'il tente de réconcilier. Autant que plusieurs maladies telles que le paludisme, les cancers, le VIH-Sida, l'épilepsie est une maladie à propos de laquelle il faille sensibiliser. À l'occasion donc de la Journée internationale de l'épilepsie qui sera célébrée ce 12 février, nous avons reçu pour vous le docteur Gérard Goudjenou, neurologue et épileptologue. Dans l'extrait qui va suivre, il nous en dit plus sur cette maladie. Suivez plutôt. La maladie épileptique se définit par la récurrence de crises épileptiques, au moins 2 crises, selon la définition de la Ligue internationale de l'épilepsie, de lutte contre l'épilepsie. Et c'est des manifestations dues à des décharges hypersynchrones de neurones, d'une population donc, de neurones cérébraux qui entraînent donc des manifestations physiques au niveau donc, des patients, et ces manifestations peuvent durer quelques fractions de secondes ou quelques minutes selon la durée
on peut avoir des ruptures de contact qui peuvent durer 3 à 5 secondes, qui sont appelées épilepsie absence. Et ces types d'épilepsie se manifestent souvent chez les enfants d'âge scolaire, de 5 à 12 ans. Et il y a aussi d'autres types d'épilepsie selon l'atteinte, le niveau d'atteinte au niveau du cerveau. On peut avoir des manifestations épileptiques qui dépendent donc de ces topographies au niveau du cerveau. Donc selon que l'on a une atteinte d'une partie, d'une fonction donnée du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui concernent ces fonctions-là. Les causes de l'épilepsie sont multiples. Les étiologies dépendent même déjà avant la naissance. Donc au cours de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la période où se forme le système nerveux, le cerveau. Et au cours de cette période très sensible, lorsqu'on prend certains médicaments, ça ou certaines tisanes que les gens se sont habitués à prendre dans nos régions, on peut déjà entraîner des lésions au niveau de la formation donc, du cerveau et qui peuvent être à la base des crises épileptiques, déjà au déroulement de la grossesse. Ça, c'est les causes avant la naissance. À la naissance, il faut aussi noter que à l'accouchement, lorsque l'accouchement se passe dans des conditions difficiles, où le cerveau jeune subit des traumatismes, on peut laisser sur ces cerveaux-là des lésions qui peuvent entraîner des crises épileptiques par la suite. Donc ça c'est les causes à la naissance. Les premiers jours de vie, les premiers jours de vie de l'enfant, si une infection survient, une infection néonatale ou une situation de traumatisme au niveau cérébral peut entraîner des crises épileptiques et l'enfant peut devenir épileptique à vie. Au cours de l'enfance, les traumatismes crâniens, les chutes et puis qui entraînent donc des traumatismes crâniens peuvent à la longue entraîner donc des crises épileptiques. Restons toujours avec le neurologue Gérard Goudinou qui nous explique comment se passe le traitement de l'épilepsie et quel est le taux de réussite en cas d'une bonne prise en charge d'un patient. Il est au micro d'Anita Marcos et de Jacques Maouillon d'Almeida. Il faut dire que 60 à 70% d'épilepsie d'enfants guérissent totalement, définitivement, quand on met un traitement bien adapté et bien suivi. Mais il peut y avoir des cas où les crises peuvent continuer. Normalement, quand on met le traitement, au bout de 2 ans, on doit envisager l'arrêt du traitement. Mais les crises peuvent continuer. Pour certains, après les 2 ans, quand on amorce l'arrêt du traitement, certains patients recommencent à faire des crises. Ces patients-là, il faut continuer leur traitement. Et il faut toujours, à la fin de la 3e année ou à la fin de la 5e année, tenter de voir s'il n'y a plus de crise, si on pourrait envisager un arrêt du traitement. Mais lorsque on commence par diminuer les doses des médicaments et qu'une crise survient, il faut voir que ce patient est un patient qu'il faut pratiquement traiter à vie. Donc, comme on traite l'hypertension ou le diabète. Donc, c'est pas... Mais le fait de respecter son traitement fait qu'on évite les crises si le traitement est adapté au type de crise que le patient fait. Cet homme est un conseiller local dans un village de l'arrondissement de Tango, dévié à quelques dizaines de kilomètres de Cotonou. Il porte dans ses mains un enfant retrouvé dans la brousse dont il prend soin depuis des mois. À bout de souffle, il demande du soutien pour continuer l'œuvre à défaut de trouver un orphelinat
capable de le prendre en charge. Écoutez son cri de détresse, il est au micro de Carles Kitomi. Et avril l'an 2019, donc, des ans mais les agirom bolo, yeniwa ba konde, bon ibo mo imo vio de son camé. Son canten fio ou des boulot fio. Bon, oisé, ni tout mais ici vieux, bon oisé. Donc azome ka de town, mais de tout no enagan, donc oisé, basé de towe. Ba prendre soin ni. Kaka jedin, on veut pour azome. Donc nous mettons les en bas mon fibi commissariat et bleu manmi. Ils sont social les édions les donc si vous n'avez pas de nous mettons des en cas tout mettons des bois. Donc il y a un supporter, deux supporters dans le cas bon les azé doit assommer. Bon là assommer il dit. Donc Marie souhaite nous boyer risque dormir toute famille quoi. Donc boana et famille mettons base famille mettons do quand on dit bodo doit assommer bon là assommer présentement. C'est un conducteur de taxi-moto appelé communément Zemidjan dans la capitale économique du Bénin, dans l'exercice de leur métier, ne se soucient guère de leur hygiène corporelle et vestimentaire. Une situation qui amène les clients de ces Zemidjans à être plus sélectifs dans le choix de leur conducteur car ils ont déjà l'attention sur l'état de la moto de ce dernier. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Élément de réponse dans ce reportage. Vertu de la tenue conventionnelle de couleur jaune, les conducteurs du taxi-moto, communément appelés Zemidjans, jonchent les rues de Cotonou. Dans l'après-midi, ils observent la pause en se reposant soit sous les arbres, soit dans les centres de la loterie nationale du Bénin. Mais l'un des facteurs qui s'observe de plus en plus est la malpropreté de certains d'entre eux. Une situation dont les Zem eux-mêmes sont conscients et avancent des raisons susceptibles d'expliquer ce genre de choses. On voit certains conducteurs de taxi-moto qui sont propres, mais par contre d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Tu verras certains qui sont sur des motos sales. Or, ils ne peuvent pas être propres si leurs motos sont sales. Certains se lavent bien avant d'aller au boulot, mais par contre d'autres ne le font pas. Ceux qui ne se lavent pas, c'est ceux-là qui passent la nuit au clair de lune. En principe, celui qui quitte la maison doit forcément prendre sa douche. Il y a des gens qui venaient de village, qui ne savent pas comment on s'habille. Il y a des gens qui venaient de village, qui savent comment on s'habille. C'est la propriété de l'un et l'autre, quoi. C'est que si tu es propre dans ta maison, si tu sors, tu dois être propre. Du côté des clients, c'est les aspirations. Ils condamnent cet état de choses et identifient la propreté corporelle et vestimentaire des conducteurs comme l'un des facteurs déterminants dans leur choix lorsqu'il s'agit de faire appel à leur santé. Ils évoquent également quelques exemples de situations embarrassantes vécues avec des conducteurs présumés malpropres. Le constat est amer aujourd'hui à Cotonou où nous remarquons, nous constatons des Zemidjans qui s'habillent mal et cela ne met pas le client en bon état. Et ceci, selon moi, c'est lié au manque d'hygiène. Ils ne se respectent pas d'abord parce qu'il faut leur présentation, c'est leur présentation qui devrait attirer le client. Un jour, ma moto a eu des problèmes et il me faut prendre un Zem. Vraiment, j'ai regretté le jour-là. J'ai regretté seulement parce que le Zemidjan n'a pas encore fait le besoin important du matin. Donc, ne s'est pas encore brossé. Et vraiment, il parlait, il me racontait une histoire là. Et vous imaginez la suite. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, en fait, c'est très mal à gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, tu as la mauvaise haleine que tu ressens. Et vraiment, c'est pas bien pour le client. Bien qu'ils occupent une place de choix dans l'animation de la vie sociale des Cotonois, les conducteurs de taxi-moto gagneraient plus en adoptant une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable. Car non seulement cela les crédibilise auprès des clients, mais encore et surtout leur permet de gagner la confiance du grand nombre. Une grosse somme d'argent réclamée à Kikisagbe Godonou Berna alias KGB à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Lors d'une nouvelle audience devant la juridiction spéciale lundi 10 février, l'État béninois a réclamé à l'homme d'affaires béninois la somme de 500 millions de francs CFA. Cela pour dommages et intérêts causés au fisc pour nos paiements d'impôts.
L'homme d'affaires béninois est devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans le cadre d'un procès en matière correctionnelle. Très connu dans le milieu des affaires au Bénin, Kisagbe Godonou Bernard est poursuivi dans une affaire d'escroquerie en bande organisée. Arrêté le 30 mai 2018 à Lomé, au Togo, puis extradé vers Cotonou, KGB est en détention. Le ministère public a requis contre Kikisagbe Godonou Bernard 4 ans de prison. Les plaignants, un franco-libanais, un Français et l'État béninois, réclament 6,1 milliards de francs CFA. À présent, la page sport. Près de 200 millions de francs CFA ont été éjectés dans la participation de Zaïre Football Club à la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Cette somme provient essentiellement des ressources propres du club. Quentin Didavi, le directeur sportif, a dressé ce lundi le bilan de la campagne lors d'un entretien accordé à un groupe de journalistes. On l'écoute. Je voudrais d'entrée de jeu dire qu'en acceptant de participer à cette compétition, au départ, on comptait sur les 15 millions que le gouvernement avait accordés aux équipes précédentes qui avaient participé à cette compétition. Je veux parler de Énergie en CAF et des Buffles en Ligue des Champions, dans un premier temps. J'étais encore là, directeur des compétitions, quand la fédération sortie assistait ces deux clubs-là sur le plan organisationnel, match à domicile. C'est-à-dire que c'est la fédération qui prenait les billets des arbitres, du commissaire, c'est la fédération qui logeait les arbitres, le commissaire, et c'est la fédération qui les déplace et qui paye même les perdièmes. C'est la fédération qui faisait ça. J'ai participé à ça au temps du président Andjoré Moucharafou pour, bien sûr, Énergie et Buffle jusqu'à leur élimination. Mais malheureusement, non seulement les 15 millions là ne sont pas arrivés avant le démarrage de la compétition, du gouvernement bien sûr, mais aussi par rapport à l'organisation, l'actuel président de la fédération ne voit pas les choses dans ce sens. Pour lui, dès que tu acceptes de participer à une compétition, tu dois avoir les moyens de ta politique. Ça fait quoi? Ça a fait que sur les 12 matchs joués, et c'est à partir du 9e match que le gouvernement a commencé par nous venir en aide. À partir du 9e match, ce 9e match, c'était le match contre la Zambie, Zanaco. C'est seulement là que le gouvernement a commencé par prendre en charge nos billets d'avion pour voyager. Donc ça suppose que avant cette phase, c'est-à-dire pour les 6 matchs joués à l'extérieur, Esaïe a pris ses propres billets pour 4 matchs. Parce qu'après ça, le gouvernement a pris encore en compte à la 12e journée les billets d'avion de Esaïe FC. Et avant même ça, il a fallu que j'appelle le ministre et que je dise au ministre, vraiment on est essoufflé. On est essoufflé, nous ne voulons pas démissionner, nous ne voulons pas faire un forfait pour que demain ça devienne le problème de Esaïe. On parlera de mauvaise représentativité. Excellence, si vous pouvez faire quelque chose, vraiment il faut le faire. Et c'est le lieu de le remercier très sincèrement, même si cette aide est venue à la fin, elle a eu quand même à nous soulager. Parce que si on n'avait pas l'aide là, en ce moment, honnêtement, on signait forfait. Parce qu'on ne pouvait pas continuer de prêt en prêt. C'est-à-dire, on signait forfait. Et ça, c'était une mauvaise chose pour le Bénin qui venait vaillamment de participer à la CAN en Égypte et qui avait un résultat vraiment envié
en Afrique. Donc, il est venu à point nommé. C'est le lieu, comme je le disais tantôt, de le remercier très sincèrement parce qu'il avait instruit son cabinet, mais le travail n'avait pas été fait. Il a fallu que je l'appelle pour qu'il demande une réunion extraordinaire et qu'à cette réunion, il constate que ces instructions n'ont pas été respectées. Et c'est là qu'il a remis les pendules à l'heure. Bon, au moins, nous avons connu, disons, son aide pour ces 2 compétitions. Nous avons connu son aide pour ces 2 journées à l'extérieur et ça nous a fait vraiment du bien. Il en a fait plus, même pour les arbitres et commissaires au match contre le Maroc, c'est-à-dire contre RC Berkane. C'est encore les billets d'avion du gouvernement que nous avons utilisés pour les faire venir à Cotonou. Nous n'avons fait que leur prendre hôtel, nous avons dépensé pour les hôtels. Nous n'avons fait que prendre nos hôtels dans ces 2 pays précités et puis ça s'est bien passé. Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur le plan financier. Donc Esaé a fait plus de 90%, a supporté près de 90% de ce qu'il faut. Nous sommes à près de 200 millions. De cette expérience, le directeur sportif de Zaïre Football Club suggère des réformes à la Fédération béninoise de football et aux autorités politiques afin d'appuyer les clubs béninois lors de leur participation à la compétition africaine. Et au niveau de la fédération, il y a 2 gros problèmes. Un problème de financement des clubs. À un moment donné, le président Deschacus avait la volonté, parce qu'il est même arrivé à me donner sur fonds propres à lui un chèque de 3 millions lorsqu'on allait au Burkina Faso. Il a, parce que Esaé est allé cartonner en Mauritanie, à une réunion, décidé d'aider Esaé à accueillir les officiels du match et à les loger. Il a fait, mais il a fait une seule fois pour le match qui a suivi, c'est-à-dire Motema Pembe, parce qu'après, non pas Motema Pembe, le retour, c'était aller-retour. Le retour, c'est-à-dire l'arrivée des Mauritaniens à Cotonou, il a pris ça en charge. Mais après ça, c'est fini. C'est fini parce que il n'y a aucune ligne à la fédération qui demande d'aider les clubs qui vont en compétition africaine. Donc voilà une première réforme qui s'impose à la fédération. Et puis l'autre chose qui est grave, c'est que lorsque les officiels du match arrivent au Bénin, ils n'ont aucun membre de la fédération à leur chevet pour les guider. Le secrétaire général n'a certainement pas le temps. Il ne vient que pour les réunions techniques. Mais au-delà des réunions techniques, c'est que nous devons comprendre au Bénin que si Esaé reçoit ou si Buffle reçoit, ce n'est pas Esaé ou Buffle qui doivent organiser le match. C'est normalement la fédération qui doit organiser ces matchs-là à domicile, puisque s'il y a problème, ce n'est pas les clubs qui sont attaqués. La CAF ne connaît pas le club. La CAF connaît l'association nationale. La CAF connaît la fédération. Donc, à ce niveau, une réforme s'impose aussi pour que nous puissions mieux organiser. Au niveau, je reviendrai au niveau du gouvernement, il faut qu'il y ait une politique pour que les clubs soient financés et soutenus. Même si on ne donne pas directement le financement aux clubs, qu'on les suive, qu'on les fasse suivre par un régisseur qui essaiera de mettre à leur disposition ce dont ils auront besoin, parce que nous avons beaucoup voyagé, nous sommes allés au moins dans 6 pays où au niveau de ces 6 pays, c'est
et le ministère et la fédération qui s'occupent de ces clubs-là lorsqu'ils représentent le pays en question. Le président de Burkina Faso a même eu à faire des révélations, si je puis le dire, à des confrères qui sont ici, qui sont allés le rencontrer. Il leur a dit comment ça se passe au Burkina. Nous étions en Mauritanie, nous avons vu comment ça s'est passé, ainsi de suite. Sénégal, n'en parlons pas. Même bien que le club Motema Pembe soit à des milliards de fonds de roulement, le gouvernement et la fédération leur viennent en aide. Donc c'est tout ce qui manque ici pour que les clubs soient à l'aise. Parce que lorsque vous représentez le Bénin, c'est pour vous d'abord, oui, mais après tout, c'est le pays qui en tire les retombées. Esaïe Football Club reçoit demain l'AS Tonnerre de Boycon, un match en retard de la 15e journée de la Vitalor Ligue 1. Passons maintenant à la page inter de ce journal. Nous nous rendons respectivement à Madagascar, au Cameroun et en Afrique du Sud. À Madagascar, des centaines de milliers d'habitants se trouvent en situation d'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse qui touche certaines zones depuis plusieurs mois. C'est ce qu'indique un bulletin publié lundi 10 février par la FAO et le ministère de l'Agriculture. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO prévoit 730 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère dans la grande île d'ici mars. 2 régions sont particulièrement touchées, l'Androy et l'Anosy, parce qu'elles subissent la sécheresse depuis plusieurs mois. Dans certaines communes, la sécheresse a causé 115% de pertes pour les rizicultures. Les champs de manioc et de maïs ont aussi été touchés, signe de la souffrance des habitants de ces 2 régions. Au Cameroun, au lendemain des élections législatives et municipales de dimanche, dont on attend les résultats, le président camerounais Paul Biya a adressé hier soir son traditionnel message à la jeunesse en prélude à la fête de la jeunesse célébrée chaque 11 février. Il a mis l'accent sur sa volonté d'accélérer le processus de décentralisation et lancé un appel aux jeunes des régions anglophones à déposer les armes. Paul Biya s'est d'abord félicité d'avoir promulgué récemment 2 textes de loi importants sur le chemin de la décentralisation. L'un sur le bilinguisme, l'autre qui prévoit plus d'autonomie pour les collectivités territoriales, notamment celles des 2 régions anglophones. Paul Biya a également lancé un nouvel appel à la jeunesse de ces 2 régions où continuent de s'affronter séparatistes et forces armées. C'est désormais l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa qui dirige l'organisation continentale pour 1 an, succédant à l'Égyptien Al-Sisi. Le président sud-africain annonce 2 sommets au mois de mai à Pretoria. Le premier sur la sécurité, le second sur la zone de libre-échange continentale. Autre temps fort, la colère de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission sur l'absence de solidarité des pays africains envers les États menacés d'effondrement sous les coups des djihadistes. C'est déconcertant, a-t-il lancé au chef d'État présent devant lui. 3e moment important, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, déclare à Addis Abeba son soutien à l'initiative africaine sur la Libye. L'idée d'organiser un grand forum de réconciliation fait son chemin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition de l'information sur les www.esaetv.dj. Bonsoir.